Mes chers collègues, je veux commencer par rendre hommage aux travailleurs et travailleuses du Portugal qui se sont mobilisés massivement contre les atteintes aux droits du travail du gouvernement de droite libérale, une grève générale qui a mobilisé tout le pays, 3 millions de grévistes sur 5,4 millions, qui refusent, je vous cite, Monsieur Forissier, de courir dans la compétition mondiale. Et puis un second hommage aux Brandt, ces 700 salariés laissés sur le carreau alors qu'ils portaient un projet de scope sur le même modèle que Duralex. On attend de l'État qu'il soit stratège, qu'il planifie et qu'il s'oppose à la casse sociale. Il y a les paroles et il y a les actes. On apprend que le prochain budget prévoit une diminution de 38% pour l'économie sociale et solidaire. Donc, on comprend mieux que le secteur bancaire ait fait la fine bouche. En effet, le gouvernement ne soutient pas les SCOP. Pourquoi les banquiers le feraient-ils? Retour à notre budget. Il y a un an, nous étions dans la même situation, un gouvernement illégitime et sans majorité qui peine à faire voter son budget autrement que par le 49.3 ou par ordonnance, des finances publiques asséchées par des choix dogmatiques et par une impréparation budgétaire qui frise l'amateurisme, des choix économiques qui accélèrent la désindustrialisation de notre région et qui appauvrissent les habitants. Voilà les conséquences d'une politique nationale qui, depuis des années, prétend se soucier d'équilibrer les comptes publics, tout en s'obstinant à nier le besoin de justice fiscale. Un rappel, chers collègues, le consentement à l'impôt et sa progressivité sont les bases structurantes de la démocratie dans le monde. À chaque fois que ces principes ne sont pas respectés, la violence fasciste s'installe. Depuis 2017, la suppression de l'impôt sur la fortune, de la taxe d'habitation et de la redevance audiovisuelle, la baisse d'impôt sur les sociétés, celle de 50% de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, le renforcement et la transformation du CICE en baisse de cotisation, l'exonération des heures supplémentaires, la mise en place d'une flat tax de 30% sur les revenus du capital, tout cela, mesdames et messieurs, prive l'État d'une soixantaine de milliards d'euros par an. Et pendant ce temps, l'écart entre le niveau de vie médian et celui des 10% des plus riches s'est creusé. La fortune cumulée des 500 plus grandes fortunes est passée de 600 milliards en 2015 à 1500 milliards en 2025. Cette orientation dogmatique, poussée par les intérêts privés de quelques-uns, est en train de détruire la France, ses collectivités, ses services publics, son économie, sa démocratie. La suite logique est la réduction des actions en faveur de la formation des chômeurs et du médico-social, des efforts sur la sobriété énergétique et des ENR, des stratégies de reconquête de la biodiversité et de l'eau, de l'aide au monde associatif et à la culture, avec un fonds vert qui atteint des abysses. Le gouvernement affiche ses priorités et son idéologie mortifère de 2,5 milliards à 650 millions d'euros. Les climato-sceptiques peuvent être rassurés puisque le gouvernement confirme que nous n'avons pas besoin d'investir dans l'adaptation et l'atténuation au réchauffement climatique. Entre une fiscalité injuste et la destruction de tous les filets sociaux et environnementaux sur fond d'autoritarisme grandissant, la région s'emploie à garder le cap, celui de l'urgence climatique et sociale votée en début de mandat. Dimanche, nous avons eu le bonheur de réouvrir une gare, celle de Fondettes-Saint-Cyr. Vous me direz, ce n'est qu'une halte ferroviaire. Je vous répondrai que c'est déjà beaucoup. Une dame a versé une larme, ça faisait 30 ans qu'elle attendait ce moment. Mais ne nous y trompons pas, chers collègues. Demain, l'ouverture à la concurrence asséchera les capacités financières de SNCF Réseau et affaiblira les droits des salariés. Malgré la petite respiration permise par le prélèvement mobilité, tant décrié par la droite, la région ne pourra porter à bout de bras une politique de mobilité pourtant si nécessaire. La planification sur des sujets comme l'énergie, le logement ou le ferroviaire se fait sur des dizaines d'années. Elle n'intéresse pas les tenants d'un enrichissement fulgurant aux dépens des infrastructures et des investissements productifs. Bien sûr, nous sommes de gauche et nous n'allons pas abandonner les gens aux lois iniques du marché comme d'autres le font, notamment l'extrême droite qui dit protéger les petits, mais ne le fait en fait pas du tout, ne protège que les gros. Nous allons faire des choix de plus en plus contraints pour conserver un équilibre entre les territoires ruraux et urbains, pour continuer à accompagner les pays, les EPCI et les départements dans leurs projets, pour redonner du pouvoir d'achat aux ménages, pour soutenir le tissu associatif et le monde culturel, pour éviter les casses sociales faites par les investisseurs peu recommandables,
à qui le gouvernement a donné les clés de nos fleurons industriels pour lutter contre le réchauffement climatique et adapter la région aux bouleversements qui l'attendent. Enfin, pour que toutes et tous puissent bien vivre tout simplement. C'est une promesse républicaine inscrite dans notre devise nationale et nous nous battrons pour qu'elle soit plus que des mots sur un fronton de mairie. Chers collègues, deux maximes, gouverner, c'est prévoir. La somme des intérêts privés ne fait pas l'intérêt général. Nous voterons ce budget. Je vous remercie.